Bonsoir. Alors, nous avons voulu organiser ce débat, enfin pas moi, mais l'IFRI, sur l'expérience des relations internationales pour deux raisons. D'abord, parce qu'en en 2019, l'IFRI aura 40 ans, fêtera son 40e anniversaire. Et surtout parce que Thierry de Montbrial vient de publier un nouveau livre qui s'appelle Histoire de mon temps. Cet ouvrage qui fait suite à la pensée et l'action est publié dans une magnifique édition de l'Académie de Roumanie, un pays qui vous est très cher, Thierry de Montbrial. Donc je ne vais pas, enfin je vais quand même présenter les deux stars de la politique internationale qu'en général on ne présente pas depuis très longtemps. Mais Thierry de Montbrial, vous êtes, comme tout le monde le sait, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, fondateur et président de l'IFRI, président de la World Policy Conference. Vous êtes polytechnicien, mais aussi mathématicien. Vous avez créé le Centre d'analyse et de prévision et de stratégie du Quai d'Orsay, le CAPS, à l'époque où Michel Joubert était ministre des Affaires étrangères. Vous êtes un acteur réputé de la scène internationale et vous êtes aussi un voyageur invétéré. Hubert Védrine, vous avez été ministre des Affaires étrangères de juin 1997 à mai 2002 sous Jacques Chirac dans le gouvernement de Lionel Jospin. Auparavant, vous aviez été porte-parole de la présidence de la République sous François Mitterrand de 88 à 91, puis vous en avez été son secrétaire général jusqu'en 95. Vous présidez Hubert Védrine Conseil ainsi que l'Institut François Mitterrand. Vos deux derniers livres sont parus chez Fayard, Compte à rebours en 2018 et Le Monde au défi en 2016. Vous connaissez par cœur les boutiques les plus prestigieuses de la République, en tout cas celles qui maintiennent le rang de la France à l'étranger. Et vous êtes connu pour votre ouverture d'esprit, votre caractère non dogmatique et votre liberté de jugement. Autant de traits qui, en général, vous rendent compatible avec plusieurs familles politiques. Voilà, c'est dit. Je vais d'abord poser la première question à Thierry de Montbrial. Quelle est en quelques mots l'origine de la publication de l'Histoire de mon temps? De mon temps en deux mots. Hein. En deux mots. Alors, avant de répondre à cette question, un mot sur le 40e anniversaire de l'IFRI, qui fera l'objet d'un certain nombre de manifestations en 2019, dont je ne vous parle pas ce soir, mais en particulier cette conférence de ce soir est la première d'un cycle qui va s'étendre jusqu'à décembre 2019. Tous les mois, il y aura une réunion où il y aura toujours, où l'IFRI, des collaborateurs de l'IFRI seront présents. Bon, je vous annonce juste la prochaine, d'ailleurs, qui sera, je crois, le 12 décembre, à propos de la publication par Sabine Janssen sur un livre de 800 pages qui porte essentiellement sur l'histoire des origines de l'IFRI et des think tanks en général. Ceci sera le 12 décembre et il y aura tout un programme jusqu'à la fin de l'année 2019. Alors ce soir, c'est tout de même une inauguration qu'on fait discrètement, mais vous pouvez regarder sur l'écran qui est là le sigle, le logo, pardon, qui sera le logo donc, du 40e anniversaire. Vous voyez le chiffre 4 et 0. Mais si vous regardez bien, ça ressemble au signe mathématique infini, que je vous laisse par conséquent interpréter. Donc voilà pour le 40e anniversaire. Alors maintenant, le livre, qui est un petit peu autour duquel, un petit peu à partir duquel plutôt nous avons organisé cette réunion. Il y en a eu un précédemment qui comprend également 1800 pages, qui comprend un certain nombre de mes écritures, pas seulement sur la politique internationale, d'ailleurs aussi sur des aspects plus ou moins philosophiques liés au temps ou autres sujets. Mais celui-ci est assez simple. Il regroupe d'une part un ouvrage que j'avais publié en 1996 qui s'appelait Mémoire de mon temps, qui est un petit peu l'histoire du monde au XXe siècle jusqu'à la chute de l'Union soviétique, mais que j'avais écrit non pas en tant qu'historien, que je ne suis pas, mais l'idée c'était de voir ce qu'il était vraiment important de connaître et de comprendre pour pouvoir suivre le temps présent. Et le reste, c'est la totalité des perspectives de Ramsès, donc ça va faire aussi bientôt 40 ans, donc tous les ans, depuis 1984, j'écris toujours au mois de juillet une sorte de synthèse de tour du monde. Et rassemblés ensemble, ça fait une collection assez longue et chacun pourra juger
des bêtises, en particulier éventuelles, qui pourront avoir été écrites. Toute la question étant de savoir qu'est-ce que c'est dans ces domaines que la prévision et qu'une erreur de prévision. Je n'en dis pas plus. Et maintenant, nous allons pouvoir, sous votre houlette, commencer le débat. Oui, alors l'expérience des relations internationales, comme c'est un sujet très très vaste, on a choisi de prendre 3 ou 4 thèmes qui lient l'actualité de ces dernières semaines et qui pourront nous emmener ailleurs. Et d'ailleurs, vous-même pourrez poser des questions pendant la dernière demi-heure de cette conférence. Je voudrais qu'on commence par les dangers qui menacent la démocratie en général, ou alors plutôt les démocraties libérales. Et je voudrais vous demander à tous les deux, avec votre expérience qui est à la fois proche et différente, quel est votre verdict? En fait, je voudrais savoir comment tous les deux vous lisez les attaques qui sont portées par les courants populistes ou les courants anti-système, selon la manière dont on choisit de les appeler, contre nos vieilles démocraties. Hubert Védrine. D'abord, je voudrais redire ici que c'est toujours un plaisir pour moi de débattre avec Thierry, d'échanger avec lui. Ça va faire bientôt, je le crains, 40 ans, quelque chose comme ça. Et on a toujours été assez convergents, différents et en même temps complémentaires et convergents sans avoir à se parler pour cela. Donc, et pourtant, je ne suis pas mathématicien, donc ça doit venir d'autre chose. Bon, ça c'était pour commencer. Pour le reste... je ne pense pas que la démocratie soit le problème numéro 1 des relations internationales. Non, je vous parlais des attaques contre la démocratie. Oui, mais c'est un autre sujet qui est tout à fait honorable. Mais dans les relations internationales, le vrai sujet, à mon avis, c'est que les Occidentaux ont perdu, il y a une vingtaine d'années, le monopole de la puissance. Et ils ne s'en remettent pas. Ils n'arrivent toujours pas à savoir comment réagir par rapport à ça. Des convulsions sans fin s'en suivent. La question de la démocratie, elle est très importante, mais elle n'explique pas ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce qu'il y a la crise des démocraties que c'est autre chose. C'est le fait que les pays en développement sur lesquels on versait des larmes de crocodile quand ils ne se développaient pas, en réalité, sont devenus des émergents, que ça a complètement bouleversé la répartition de pouvoir. En même temps, comme dirait notre ami, il y a la crise des démocraties, mais qu'il y a autre chose, qui est liée au fait que... à l'époque moderne, les gens n'acceptent plus d'élire des dirigeants et de les laisser travailler et de juger au résultat. On élit quelqu'un et puis tout de suite, 3 jours après, il y a une sorte d'exigence furieuse d'intervention, de démocratie directe, instantanée, et qui rend les démocraties modernes très difficilement gouvernables. A fortiori, presque impossible à réformer. Bon. Donc là, il y a une espèce de crise, mais qui est concomitante en fait. Il se trouve qu'au moment où les Occidentaux auraient besoin de rassembler leurs forces pour savoir comment traiter avec tous ces pays émergents qui contestent en partie la façon dont on a organisé le monde, enfin les Américains, surtout après 1945, c'est le moment où, pour des raisons différentes technologiques, l'avancement du portable, des choses comme ça, il y a cette espèce de pulsion permanente qui fait que chaque décision est instantanément contestée. Vous voyez, donc je vois plutôt ça comme un carambolage que comme un élément causal. Donc c'est plus compliqué pour les Occidentaux de rassembler leurs esprits, de se coordonner entre eux, d'être éventuellement cohérents, ce qui n'est pas le cas du tout, à cause de ça. Quant à la démocratie, l'avenir de la démocratie, pour moi c'est très simple, étant donné qu'avec ces engins-là, on pourrait tous être questionnés tous les matins sur le fait de savoir si on rétablit la peine de mort, par exemple. Il y a d'autres sujets sensibles. Il y a un crime atroce hier, je rétablis la peine de mort. Toc. Le lendemain, je me dis, c'est pas du tout mes idées, pourquoi j'ai fait ça, je ne comprends pas. Donc, toc, j'abolis la peine de mort. On peut avoir un système à la fois aberrant, hyper inquiétant, chaotique, dans lequel il n'y a même pas un dictateur à la tête que l'on puisse éventuellement assassiner. C'est parce que le dictateur, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Donc il y a un vrai problème. Et si les démocraties représentatives, très très épuisées, n'arrivent pas à se régénérer par une démocratie participative réelle, active, je pense que le risque de la démocratie directe, vengeresse, inquisitoriale à chaque instant, peut tuer la démocratie. Mais c'est autre chose que les relations internationales. Oui. Ça arrive au mauvais moment, je dirais. C'est aussi votre vision, Thierry de Montbrial ou... Alors, d'abord, je suis essentiellement d'accord avec l'analyse d'Hubert, mais je voudrais rentrer un peu plus dans le sujet démocratie.
parce que la question de la démocratie entre tout de même dans le sujet international par différentes voies. Le premier point, c'est la démocratie est le plus mauvais des régimes, à l'exception de tous les autres. La cause est entendue depuis longtemps. Et pourtant, on assiste aujourd'hui à des questions sur ce sujet et un certain manque de confiance qui apparaît chez les démocraties libérales, particulièrement européennes. D'autre part, la terminologie démocratie libérale, illibérale est récente. On ne parlait pas, il y a quelques années, de démocratie libérale, illibérale. Il y avait les démocraties, il y avait les dictatures, les autocraties, etc. Il n'y avait pas cette distinction. Alors, pourquoi est-ce que le sujet est important ? Parce qu'on voit bien que si il y a une guerre idéologique, par exemple, qui se développe à l'intérieur de l'Europe sur cette question, ça peut faire exploser l'Europe. C'est très grave. Donc je crois qu'il faut rentrer un peu plus dans cette question de la démocratie. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Alors je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en général, la démocratie se définit principalement par deux critères qui sont la séparation des pouvoirs et l'élection. Et l'élection régulière, on va dire, est sincère. Bon. Mais quand on dit ça, rien n'empêche, par exemple, de dire qu'une constitution comme la constitution hongroise, qui commence par mettre en exergue Dieu et le peuple hongrois, donc le peuple plutôt que l'individu, personne ne peut dire que ce n'est pas une démocratie. Et c'est là qu'intervient la distinction entre démocratie libérale et illibérale. Dans la notion de démocratie libérale, il y a l'idée qui est en fait, en principe américaine, plus que française, me semble-t-il, mais française aussi, que l'individu est supérieur à tout. C'est le point dont on doit partir. C'est le point de départ et le point d'arrivée. Voilà. Alors, je crois qu'il y a effectivement une vraie question aujourd'hui, qui est qu'il y a des régimes qui sont démocratiques. Pour moi, la Hongrie est un régime démocratique qui distribue les valeurs un peu différemment, et notamment cette question des rapports au peuple par rapport à l'individu. Notez qu'aux États-Unis, c'est très subtil, que les Américains sont essentiellement pragmatiques. Vous avez le début, la première phrase de la Constitution américaine, tout le monde la connaît, c'est « We, the people of the United States ». C'est-à-dire que paradoxalement, c'est le peuple dans sa masse qui intervient, mais en fait, toute la philosophie est individualiste. Mais comme les Américains sont très pragmatiques, ils savent parfaitement, de fait, c'est un problème sociologique, jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire de l'individu et du peuple pris en masse. Alors, je n'insiste pas là-dessus, mais la raison pour laquelle ce point est très important, c'est que nous sommes en train de démarrer une guerre idéologique, là je pense à l'intérieur de l'Europe, mais on peut le dire aussi dans le plus vaste monde. Et est-ce que la Hongrie, pour prendre cette... Je distingue la Hongrie et la Pologne. En Pologne, il y a un vrai problème par rapport à la séparation des pouvoirs actuellement. Mais je ne le vois pas en Hongrie. Est-ce que, de quel droit, dirions-nous que les Hongrois doivent se plier à une volonté communautaire pour la répartition des réfugiés, par exemple, alors même que ce point-là ne figure pas dans les traités. Il n'y a jamais, à ma connaissance, il n'y a pas de traité au niveau européen qui oblige un pays à accepter des règles concernant un problème de ce genre. Là, il faut faire extrêmement attention, parce que si nous ne faisons pas attention, il y aura des dérapages. De plus en plus, nous entrerons dans une guerre idéologique, après avoir proclamé en 1990-91 la fin des idéologies, et qui, pour le coup, pourrait faire éclater l'Europe. Dernière phrase sur ce sujet, parce qu'on y reviendra sûrement ensuite. Je crois que le problème, par exemple, pour l'Union européenne aujourd'hui, n'est pas, contrairement à ce qu'on entend constamment, n'est pas un déficit démocratique, c'est un déficit d'efficacité, ce qui est une toute autre question. Et je pense que sur le long terme, légitimité et efficacité vont ensemble.
Un régime ne peut pas rester indéfiniment légitime s'il est indéfiniment inefficace. Et un régime efficace a quelque chance d'être légitime. Je prends le mot efficacité dans une acception assez large. Si mesdames et messieurs, si l'Union soviétique est tombée, c'est à cause de l'inefficacité de son régime, beaucoup plus que celle de ses institutions. Donc cette question est très importante parce que, hélas, la plupart des régimes démocratiques dits libéraux, en particulier en Europe, ont glissé progressivement vers l'inefficacité, les États-Unis faisant exception parce que précisément, ils sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup moins dogmatiques, si vous voulez, que nous ne le sommes. Voilà, un peu trop longuement et un peu trop brièvement en même temps. Hubert Védrine, pour rester sur cette question, est-ce que Emmanuel Macron, quand il qualifie ces différences, quand il oppose les populismes au progressisme dans cette Europe de l'ex-Est, est-ce qu'il a raison? Est-ce que c'est ainsi qu'il faut qualifier ces oppositions? C'est une question de stratégie électorale. Ça. Oui. Bon, on verra si ça marche ou pas, mais ils sont engagés dans une stratégie, les Italiens aussi, les Hongrois aussi. Chacun d'entre eux pense que c'est de leur intérêt électoral par rapport aux élections européennes d'exacerber le caractère incompatible. Donc c'est des postures. Il y aura des compromis après. Donc je pense qu'il faut attendre de voir ce qui se passe après ça. Mais ça me renvoie à la question que vous m'aviez posée, à laquelle je n'ai pas entièrement répondu, qui est la question des populismes. Et mon analyse à moi du populisme, c'est que ce n'est pas, il y a 36 analyses possibles bien sûr, mais ce n'est pas un virus extérieur qui s'attaque à des organismes sains. Il n'y a pas une Europe en pleine forme et qui brusquement, comme un jour la peste est arrivée avec des puces à Marseille, on ne sait pas quand. Bon. Non, c'est pas comme ça, c'est interne en fait. Et pour moi, la principale explication de ce que l'on appelle aujourd'hui le populisme, c'est qu'à un moment donné, les classes populaires, d'abord, puis les classes moyennes, ont cessé de croire ce que racontaient les dirigeants et les élites dans la mondialisation ou dans la construction européenne, en étant récalcitrants, en considérant que finalement c'est les autres qui en profitent et pas eux, en marquant un attachement à des choses que les élites trouvent totalement répugnants ou dépassées, c'est-à-dire le désir de maintenir une certaine identité, une certaine souveraineté, avoir de la sécurité. Et les élites ont balayé ça pendant 20 ou 30 ans, en disant c'est des crétins et on continue quoi qu'il arrive. Je rappelle sur la question européenne, mais c'est tout à fait lié en fait, que le traité de Maastricht, qui était tout à fait intelligent et conforme à nos intérêts bien compris, et que tout le monde a soutenu sauf l'extrême droite, est passé avec 1,5 d'écart. 1,5 d'écart en 92, à une époque où la mondialisation était moins avancée, donc elle avait à la fois moins enrichie et moins perturbée. Donc si c'est une explication juste, il faut chercher en nous-mêmes les causes du populisme, et je ne pense pas que les élites aient raison de le dénoncer toute la journée, parce qu'elles soulignent sans arrêt leur propre échec, qui est une sorte d'effondrement de confiance. Donc il faudrait réussir à entendre ce que disent les peuples à travers les votes, les référendums et autres, pas pour prendre tout en bloc, mais pour écouter, entendre, apaiser, canaliser, répondre à ce qui est raisonnable et logique comme demande, et en écartant le reste. Regardez, identité, espèce de d'hystérie dès qu'on parle d'identité. Quand Jacques Delors parlait de fédération d'États-nations, États-nations, ça veut dire qu'il avait intégré le fait qu'il y aura toujours l'Allemagne dans 50 ans, et toujours la France et la Finlande, etc. Mais il y a toute une partie du monde des décideurs globaux, en quelque sorte, qui ont dit non, c'est dépassé ça. Il faut faire attention à ça. Alors, dans l'affaire électorale, je pense qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre ce qui va se dire jusqu'à la fin du mois de mai, et qu'il faut à la fois attendre et préparer l'étape suivante. Y compris le contexte des années 30, j'imagine, auquel fait référence y compris Emmanuel Macron. Mais juste comme je vais vous faire rebondir là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'au sein de l'Europe, il y a des pays qui sont immunisés contre ces attaques de populisme? On a parfois dit que Macron avait fait rempart à l'extrême droite et qu'il pourrait encore le faire. Est-ce que certains pays vous paraissent mieux armés que d'autres pour faire rempart Les remparts, ça vient de l'intérieur. Oui, je sais, les remparts de l'intérieur. C'est des maladies auto-immunes. Oui. Est-ce que certains pays vous paraissent pas plus immunisés contre ces maladies auto-immunes
Et c'est l'efficacité. On en revient à l'efficacité. Hein. Oui, il a raison. Le populisme, c'est pour ça que je vais insister sur la notion d'efficacité. L'efficacité, ce n'est pas l'efficacité stricte au sens seulement économique, c'est au sens par rapport aux attentes des différents pays. Et les populismes, c'est des réactions à l'inefficacité des gouvernements et avec de mauvaises réponses. Mais et là, je crois qu'on se rejoint aussi Thierry, tout à fait avec un autre langage. En posant cette question, tu poses un problème très compliqué parce que tout ce qui était considéré comme des perfectionnements démocratiques dans les démocraties modernes, notamment en Europe, depuis 20 ou 30 ans, ça a compliqué et ralenti toutes les décisions. Oui. La transparence, les gens trouvent ça formidable, la transparence, sauf si ça s'applique à eux personnellement, mais globalement, ils adorent l'idée de la transparence. Tout ce qui est recours judiciaire, la judiciarisation, tout ça, ça a compliqué. C'est encore plus compliqué qu'avant de gouverner ou de diriger. Donc l'histoire de la gare de Stuttgart est maintenant célèbre en Allemagne. Ils en sont quoi, à 17 ans, 18 ans après les premières décisions. C'est le débat qui a lieu en Inde un peu d'ailleurs, où des Indiens écrivent que les Chinois ont fait un réseau d'autoroutes quasiment complet en 10 ans, alors qu'ils n'arrivent toujours pas à faire bomber New Delhi. Alors les autres Indiens disent non, mais on ne va pas remettre en cause la démocratie en Inde. Mais donc si tu dis que c'est le critère, c'est pas sûr que les démocraties actuelles parce qu'on revient, soient efficaces. Oui, mais je suis sûr qu'elles ne sont pas efficaces. Et comment on fait alors ? Alors, c'est pour ça que la question initialement posée par Isabelle Lasserre est si importante. Parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas encore employé. La grande difficulté des démocraties libérales, comme on dit aujourd'hui, c'est de gérer le problème du temps. Voilà. Tous les exemples que tu viens de donner l'illustrent. La force d'un pays comme la Chine actuelle, c'est grâce aux élites. Alors justement, parce que le Parti communiste chinois, qui s'appelle toujours communisme, il a un système de sélection des élites qui font que le pays est gouverné par des gens, je vais employer un mot horrible, compétents. Bon. Et qui raisonnent sur des questions extraordinairement difficiles, parce qu'il y a peu de pays qui ont des problèmes plus difficiles à résoudre que ceux que, je parle des problèmes internes, que la Chine a à résoudre à l'heure actuelle. Bon. Mais ils raisonnent sur le court terme, moyen terme et long terme. Et un exemple typique d'aberration de la démocratie libérale, pour employer ce terme, c'est le référendum sur le Brexit. Bon. On prend... D'abord, en plus, ça ne figure pas dans la tradition constitutionnelle britannique. En plus, bon, voilà une décision de faire le référendum qui est prise par M. Cameron pour des raisons aussi électorales internes, politiciennes internes, bon, parce qu'il pense qu'il va le gagner, que ça va le renforcer, etc. Il échoue, et voilà une décision historique qui va engager le pays pendant des années ou des décennies, qui est prise à 52%, c'est ça, de majorité. Mais c'est totalement aberrant. C'est le système qui est aberrant. Donc, je crois que cette question initialement posée est une question, en fait, fort importante et qui a des impacts sur le développement, sur le cours des relations internationales elles-mêmes. Mais c'est une question, je reviens à ce mot efficacité, parce que si la Chine, l'Asie plus généralement, l'emportent, les États-Unis sont encore tout à fait dans la course à cause de leur pragmatisme. Je reviens à tout ça, parce qu'ils arrivent curieusement à combiner les vertus de l'individualisme et la force du raisonnement sur le peuple dans son ensemble. Mais ça, c'est un phénomène sociologique. C'est la société américaine qui est comme ça. Ceux qui risquent d'être les perdants, c'est ceux qui sont entre les deux. Et particulièrement, nous, Européens, si nous ne parvenons pas à trouver des modalités qui resteront encore démocratiques, parce que là aussi on se bagarre sur des mots dont on définit insuffisamment le sens, mais qui viseront aussi à une efficacité plus grande et avec le sens du temps. Cette notion de temps, je crois, me paraît particulièrement importante à une époque d'accélération et de changement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Alors, vous qui êtes un optimisme en politique internationale en général, vous pouvez envisager l'explosion de l'Europe aujourd'hui ? Bon, d'abord, je crois, optimiste, pessimisme sont des catégories subjectives. Mais en réfléchissant, je ne trahirai pas un grand secret, Isabelle, en disant, en réfléchissant à cette question d'optimisme avec vous, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi suis-je
optimiste, entre guillemets. Eh bien, je vais vous dire, parce que dans ma vie, j'ai toute une partie de ma vie qui est intellectuelle, on va dire, au sens large, mais il se trouve que ma vie fait que je suis aussi un entrepreneur un peu spécial, un entrepreneur institutionnel. J'ai créé plusieurs institutions, mais un entrepreneur. Or, on ne peut pas être un entrepreneur si on n'est pas optimiste. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur dans tous les domaines? C'est quelqu'un qui réalise quelque chose qui, a priori, est impossible. Parce que quand vous créez quelque chose dans l'ordre institutionnel, dans l'ordre d'une entreprise, au départ, il y a tous les obstacles possibles et imaginables, c'est-à-dire que la réussite dans l'entreprise, que ce soit une petite, une grande, c'est l'histoire toujours la même, c'est surmonter, c'est impossible. Bon, je vais vous donner aussi un exemple. Par exemple, quand l'IFRI, puisqu'on va avoir 40 ans, est passé de la rue Férus, dont certains se souviennent encore ici, et que moi j'ai lancé le projet de cet immeuble, il fallait trouver l'équivalent de 12 millions d'euros pour faire ça, qu'il fallait lever, sans aucune aide de l'État, etc. Tout le monde m'a dit, je n'ai pas une seule personne dans le milieu qui m'a dit, tout le monde dit c'est impossible. Et moi ça m'a excité d'entendre dire que c'était impossible. Bon, alors je ne dis pas ça pour vous raconter spécialement, mais je crois que tous les entrepreneurs sont comme ça. On ne peut pas faire quoi que ce soit dans la vie, faire quoi que ce soit au sens de l'entreprise, j'entends, si on est pessimiste. Alors, ça s'applique aussi bien à l'Europe. Et est-ce que les nouvelles sont si mauvaises que ça? Le Brexit nous a rendu un immense service. Regardez le nombre de pays qui étaient prêts à faire des référendums, à supposer que le pluriel de référendum soit référenda, qu'ils étaient, regardez le nombre de pays qui étaient prêts à lancer des référendums qu'ils auraient peut-être perdu. Les Pays-Bas étaient sur le point de voter pour l'euro. Alors finalement, aujourd'hui, qui veut sortir de l'Union européenne? Personne. La Grèce, maintenant, M. Tsipras, est au premier rang de ceux qui veulent rester au sein de l'Union européenne. Donc oui, il faut être optimiste, mais optimiste pas dans un sens béat. Si vous voulez. Il faut être, comme on dit aussi en franglais, proactif. Hubert Védrine, vous avez évoqué votre rôle d'entrepreneur dans les relations internationales. Je voudrais vous poser, Hubert Védrine, une question. Est-ce que, quand vous étiez aux affaires étrangères, enfin une question à deux tiroirs, est-ce que vous êtes ressorti le même? Qu'est-ce que vous avez appris? Ça, c'est le premier tiroir. Et le deuxième tiroir, qu'est-ce qui a changé par rapport à votre époque dans les relations internationales? D'abord, on est forcément changé par une responsabilité de premier plan. Ce serait absurde de dire l'inverse. Mais moi, j'ai commencé très tôt à être passionné, pas du tout par les relations internationales dont je me fichais, mais d'être passionné par le monde. Donc j'ai été un peu routard dans ma jeunesse. J'ai été en voiture jusqu'en Afghanistan, par exemple. Vous voyez, le chemin qui était... Et tu en es revenu? J'en suis revenu, oui. Je n'ai pas eu à me racheter. Donc le trajet de Nicolas Bouvier, vous voyez, bon, j'ai fait plein de choses comme ça. Alors après, par les hasards de la vie, il y a eu la suite, et c'est vrai que ça change complètement le regard, en fait. Et en même temps, en parallèle, j'ai lu très vite, dès que je suis arrivé à l'Élysée, Claude Durand, le patron de Fayard, avait eu l'idée de me proposer d'écrire un jour ce qui s'est réalisé très, 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 très longtemps après. Mais il m'a offert tout de suite toutes les mémoires de Kissinger. Donc j'ai commencé en lisant ça. Donc j'avais traité les urgences qu'on connaît dans ce genre de job, et puis j'avais les mémoires à côté. Puis je n'ai pas cessé de dévorer depuis les mémoires des gens qui avaient occupé des très grandes fonctions. En plus de Tintin. Hein. Comment? En plus de Tintin. Oui, mais j'ai fait des études spéciales sur la géopolitique dans Hergé et dans Jacobs. Ça, c'est une spécialité. Bon. Donc oui, ça vous change, mais ça change tellement qu'on est incapable de reconstituer ce que l'on pensait avant. Puis j'ai passé 14 ans à l'Élysée, du premier au dernier jour, une sorte de potion magique Mitterrand, et puis toutes les aventures et les cohabitations. Donc au total, dans mes 19 ans au pouvoir, autant avec la droite qu'avec la gauche, on est complètement modifié. Mais on ne peut pas reconstituer ce qu'on était avant, en fait. On devient une sorte d'être de pouvoir, et on est marqué par un mode de... On comprend instinctivement, et après, on ne peut pas désapprendre. Vous voyez, là, je suis, Dieu merci, pas chargé des choses, mais dès qu'on voit une situation, une crise, instantanément, même si on ne se concentre pas sur le sujet, on se dit il faut faire ça, il faut dire ceci, il faut faire cela, il faut éviter ceci, cela. Ça devient une espèce de seconde nature. Donc on est profondément modifié, mais comme j'imagine par d'autres responsabilités de premier plan. Responsabilité, hein.
C'est pas simplement l'analyse, c'est pas simplement le commentaire, c'est pas simplement le point de vue, c'est pas simplement d'être simplement enthousiasmé ou épouvanté, ceci, cela. La responsabilité, c'est qu'à un moment donné, il faut dire oui ou non. Oui ou non, finalement. J'emploie ce mot ou je l'emploie pas. Vous voyez? Donc ça vous change complètement. Ou ça vous améliore, je ne sais pas. Ou l'inverse. Oui. Ah, on peut sortir lessivé, oui. Comme après un programme essorage de machine à laver. Et alors, vous, si vous deviez citer les 3 grandes erreurs qui ont été commises par la famille, la communauté occidentale depuis les années 90, qu'est-ce que vous citeriez? On parlait des erreurs tout à l'heure avec... Il n'y a pas de famille, d'abord. Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de communauté, tout ça, c'est évident. Elle revient. Enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'on peut en parler aujourd'hui. C'est des mots, ça ne veut rien dire, ça. L'Occident tel que nous le connaissons, à mon avis, a été créé, fusionné par la menace soviétique. Avant, les États-Unis et l'Europe étaient ce qu'ils vont redevenir, c'est-à-dire des cousins issus de germains, avec beaucoup d'éléments communs, puis des vies assez différentes, bon, tout ça. Sauf qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont résisté au fait de s'engager, ils ont dû s'engager quand même, ils sont repartis aussitôt, après ils sont revenus à cause d'Hitler, restés à cause de Staline, et à partir de là, c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de forge à haute température qui fabrique une sorte de communauté transatlantique dans le comportement des dirigeants, puis tout le système qui en découle, les bourses Fulbright, et puis Bilderberg et Aspen, enfin tout l'ensemble du système qui crée ça, mais c'est en train de se terminer, ça. Par rapport à ça. Donc il n'y a plus de communauté de réaction ni d'orientation. Si on oublie ce commentaire que je viens de faire et on dit quelles sont les erreurs qui ont été faites collectivement, je crois que les Occidentaux ont mené une politique idiote avec la Russie après. Non pas qu'il faille pas être bené face à la Russie, hein. Il faut être vigilant, prudent, méfiant, dissuasif, etc. Et je suis convaincu qu'on aurait pu mener une autre politique. Alors, ça dépend si c'est l'OTAN ou les systèmes antimissiles, ce sont les États-Unis. Si c'est l'accord d'association Ukraine-Europe, c'est plutôt l'Europe, ça dépend. Mais si on globalise les Occidentaux, oui, ça c'est une erreur énorme. Deuxièmement, je pense qu'il y a une sorte de réticence intellectuelle à accepter ce que j'ai dit au tout début. Les Occidentaux n'admettent pas, en fait. Ah, vous voyez, vous parlez d'Occidentaux. Oui, parce que pour gagner du temps... Oui, moi c'est pareil. Hein. Le même commentaire. Bon, d'accord, alors je comprends. Bon, donc les Occidentaux n'acceptent pas d'avoir perdu le monopole de la conduite des affaires du monde. Pour les États-Unis, c'est insupportable en termes de leadership, d'hubris et tout ce qu'on veut. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en convulsion. Vous remarquez que depuis une vingtaine d'années, à chaque élection présidentielle, ils élisent le contraire exact du président sortant, que peut-être ils auraient réélu s'ils avaient eu le droit. Donc c'est un navire dématé quand même, hein, fondamentalement. Quant aux Européens, ils ont cru des choses tellement naïves, tellement bisounours. Ils ont cru, alors qu'ils sont dans une sorte de monde qui ressemble à Jurassic Park. Donc les Européens sont complètement abasourdis en fait par rapport à ça. Ça s'ajoute à leur division classique. Donc tout ça, ça produit une sorte d'inintelligence stratégique. Alors que c'est le moment où il faudrait, par rapport à ce monde chaotique, même Guterres parle de chaos, hein, par rapport à ce monde chaotique, il faudrait précisément reconstituer une sorte de synthèse stratégique entre Européens et si possible avec les Américains sur comment on va un jour dealer avec les Chinois et les autres. On a longtemps pensé qu'on avait organisé le monde après 1945 magnifiquement bien. Il fallait que les autres s'insèrent là-dedans. Et s'ils ne s'insèrent pas, on va les sermonner, puis les sanctionner, et éventuellement les bombarder. Bon, et on va les mettre là-dedans. C'est terminé, ça. Donc je pense que ce qu'on croyait avoir été réglé en 1945, ou alors au moment de la création de l'OMC après le GATT, c'est devant nous, en fait. C'est devant nous. Je ne sais pas quelle forme ça prendra. J'espère qu'on abordera ça, nous les Occidentaux au sens large, en ayant bien préparé ça. Voilà, donc 2 grosses erreurs et 2 préoccupations. Thierry de Montbrial. Oui, sur la même question. Oui, sur la même question. Voilà. Alors, d'abord, vous ne serez pas surprise parce que je suis essentiellement d'accord avec Hubert. Vous avez le droit d'être en désaccord. Mais je vais les dire. Oui, non, mais je vais dire les choses sur un peu. Oui, on est en droit, non. Mais il se trouve que je suis essentiellement d'accord avec lui. Bon, mais je vais redire un peu les choses avec un langage un peu différent, parce que ça nous ramène à la question de la démocratie.
Et ça nous ramène à la question idéologique. Vous savez, en 1990-91, à la chute du système soviétique, on a proclamé la fin des idéologies, etc. C'est quelque chose, et d'ailleurs j'espère que vous pourrez lire ça sans doute en reprenant mes perspectives de ces années-là. Je n'ai jamais cru un seul instant que la chute de l'Union soviétique était la fin des idéologies, tout simplement parce que l'homme est un animal, est un homo ideologicus, de toute façon. Bon. Parce que le concept d'Occident est un concept idéologique. Et il s'est traduit concrètement par l'Alliance atlantique, qui était l'alliance des nations dites démocratiques contre le totalitarisme soviétique, qui d'ailleurs un totalitarisme qui était un totalitarisme pendant des périodes que chacun connaît, particulièrement le stalinisme. Enfin, à la fin, le brejnevisme, c'était pas vraiment, c'était un totalitarisme mou, hein, pour dire, vous le connaissez bien cette période. Bon. Donc, et après, l'erreur, et alors là, je rejoins évidemment totalement Hubert, l'erreur majeure a été de ne pas bien traiter la question des rapports avec la Russie après 1991. Parce que dans les années 91, la Russie s'est trouvée dans un état de faiblesse absolue, et c'était le moment où il fallait essayer de créer quelque chose de constructif et de ne pas la laisser s'enfoncer toute seule. Moi, il se trouve que c'est la période, ces années-là, à cause de l'importance du sujet, où je suis allé le plus fréquemment en Russie, et je voyais, avec des interlocuteurs multiples, je voyais la crainte, le pays soit en train de se réduire, de se décomposer lui-même. La Fédération de Russie, pour se retrouver finalement à l'état de la fédération du Grand-Duché de Moscou. Cette hypothèse a été sérieusement envisagée dans ces années-là. Alors, le pays était incapable, n'avait plus pratiquement de politique étrangère qu'une politique étrangère minimale. Il y avait tout partait à volo. Bon, au lieu de quoi, au lieu d'essayer de reconstruire quelque chose avec la Russie, il y a eu une politique idéologique, d'abord d'élargissement de l'OTAN. Moi, je suis de ceux qui pensent que cette politique d'élargissement de l'OTAN a été très mal conduite et surtout très mal pensée, et que les lobbies, en particulier polonais et autres, ont joué un rôle considérable aux États-Unis, notamment sur cette question. Qu'on le veuille ou non, en 2008, pour sauter un certain nombre d'années, la fameuse déclaration de l'OTAN de Bucarest prévoyait l'élargissement à l'Ukraine et à la Géorgie, c'est pas que c'était de l'Alliance atlantique. Jamais on n'a pris au sérieux les préoccupations russes concernant l'Ukraine. Il y avait des lignes rouges. On peut le déplorer ou pas, mais ça existait. Bon, enfin, bref, je pense qu'on a largement contribué à faire se retrouver dans la situation dans laquelle nous sommes, qui est maintenant une situation très grave, parce que je crois que dans la Russie actuelle, elle a fait un choix que beaucoup d'entre nous regrettons, mais qui est un choix qui est durable. Et la Russie, telle qu'elle est devenue aujourd'hui, va pencher vers la Chine, a commencé de penser vers la Chine. De même, d'ailleurs, si nous parlons de l'Iran, que l'Iran aussi, nous l'avons poussé vers la Chine, ce qui est une accumulation, je pense, d'erreurs stratégiques. Ce que je dirais, pour finir, c'est que cette incapacité stratégique dont a parlé Hubert, cette incapacité stratégique est une autre façon aussi de critiquer la démocratie, parce que la démocratie, l'inefficacité de la démocratie libérale, parce que nous sommes incapables de forger des concepts stratégiques durables, parce que pour la bonne et simple raison que ça suppose le temps. Le miracle, c'est que les États-Unis eux-mêmes aient été cohérents pendant 40 ans, finalement, sur l'Alliance atlantique, parce que ce n'est pas du tout dans leur nature. Prenez, par exemple, sur les questions des droits de l'homme, on n'a pas parlé que sur les questions de valeurs qui sont souvent mises dans le pot de la démocratie, alors que c'est un sujet à part. Mais si vous regardez, par exemple, l'attitude de Carter, qui mettait les droits de l'homme au centre de sa politique étrangère, et celle de Reagan, ou plus encore de Trump, on est aux antipodes, et pourtant c'est le même pays, c'est les États-Unis. Donc je crois que nous avons nous sommes fondés à avoir un regard extrêmement critique
Et avoir un regard très critique n'est pas dire que les Russes sont extraordinaires, ce n'est pas faire l'apologie de Staline ou de Poutine que de faire ce genre de remarques. Hubert Védrine, sur la question des droits de l'homme, parce que c'est une question importante en ce moment, est-ce que vous êtes d'accord avec Thierry de Montbrial? Sur ce qu'il vient de dire, oui. Oui, et plus généralement, est-ce que selon vous, les droits de l'homme doivent tenir une place dans une politique internationale, et si oui, laquelle? Une place, oui. Mais prétendre qu'on peut fonder la politique étrangère d'un pays sur les droits de l'homme, c'est un mensonge. C'est pas vrai. Une association peut le dire, une ONG peut le dire. Ce sont des organismes spécialisés, en fait. Mais aucun gouvernant peut dire « je me désintéresse de la sécurité des gens qui m'ont élu, et de l'économie, et du développement, ou de l'environnement. » C'est pas possible. C'est un mensonge. D'ailleurs, dans la plupart des cas où c'était mis en avant à usage interne. Donc, ou alors ça n'a pas marché. Regardez le wilsonisme, par exemple, dans la tradition américaine. Donc, après, que ce soit une composante que les pays européens ou autres disent on va gérer nos intérêts vitaux comme tout le monde, et dans la mesure du possible, chaque fois qu'on le peut, on va essayer d'aider le progrès des droits de l'homme dans tel ou tel pays. Oui, naturellement, on est fabriqué comme ça. Et encore une fois, l'idée de dire que c'est notre marque, notre identité, ce n'est pas vrai. D'ailleurs, ceux qui ont essayé de faire ça en Occident, quand il y a un président ou un gouvernement ou un ministre, ça ne fonctionne pas. Ils font porter leur pression sur 2 ou 3 pays minuscules qui ont peu de moyens de se défendre. Ils ne s'attaquent jamais à la question chinoise ou autre. Jamais. Donc c'est des postures et usages internes. Ce n'est pas vrai. Et c'est très très malheureux que les médias, à quelques exceptions près, surtout dans les médias, on va dire audiovisuels, mais pendant une vingtaine d'années, 30 ans, se soient alignés là-dessus, comme si c'était la question numéro 1, et comme si on pouvait faire des miracles, et comme si un président ou un ministre était gravement fautif. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu des ministres en France qui défendaient cette question. Oui, ben, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'était un mensonge. C'est beaucoup plus honnête de dire ce que je viens de dire on fera le mieux possible à chaque fois, etc. Après, est-ce que je crois au progrès des droits de l'homme? Évidemment, mais je crois au progrès pour des raisons internes. Je pense que dans toutes les sociétés du monde, il y a un mouvement qui est à l'œuvre, qui est important. Je ne pense pas que tous les peuples du monde aient envie de copier les démocraties occidentales, qui sont quand même de plus en plus paralysées par des raisons qu'on a analysées tous les deux, surtout Thierry. Et puis, il y a l'aspect du financement qui a quand même totalement pourri le fonctionnement de le coût des campagnes dites à l'américaine autrefois, qui est à l'origine de beaucoup de scandales politiques, parce qu'il a fallu inventer n'importe quoi pour financer ce type de choses. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une demande énorme des peuples dans les pays qui ne sont pas démocratiques pour copier la démocratie à l'occidentale. Par contre, c'est évident que partout, les gens ont envie de voir leurs droits élémentaires respectés, ne pas être brutalisés, violés, mis en prison pour n'importe quoi. Mais ça va se produire pas parce que nous, occidentaux, nous allons intervenir comme on l'a fait pendant très longtemps. On a eu des siècles d'évangélisation, puis de droit de l'homisation. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça découle du fait que saint Paul a dit allez évangéliser toutes les nations. Donc, ce n'était pas que pour nous. Il fallait avoir une sorte d'universalisme intrusif. Quand on parle d'universalisme, c'est jamais un échange équilibré. C'est nous qui nous projetons sur l'univers. C'est pas l'inverse. Et ça marche plus. Donc voilà. Donc je crois qu'il est largement temps de tenir un langage de vérité là-dessus. Et donc, comment vous le déclinez vis-à-vis... Je vous pose juste une question. Puis comment vous le déclinez, par exemple, dans un cas comme celui de Bachar el-Assad? Bachar el-Assad, la première question, c'est est-ce que la France a un intérêt? Alors, parlons de façon kissingerienne, parce que j'ai eu un échange avec lui. Alors, on vous paraît peut-être trop réaliste, mais il y a plus réaliste encore que nous. Kissinger à Paris, au début, il me dit « Je ne comprends pas. Pourquoi pour la France, c'est important que la Syrie soit gouvernée par X plutôt que par Y? Qu'est-ce que ça peut vous faire ?» Et ça, c'est le réalisme brutal, quoi, par rapport à ça. Si on dit oui, mais on a un pays hybride et on pense qu'on a une mission et des rôles, tout ça, bon, donc il faut combiner les deux. Mais c'est évident que dans l'affaire syrienne, la France s'est mise en avant parce qu'elle était vexée de ne pas avoir vu venir les événements en Tunisie. Il n'y avait pas à être vexé, parce que même les islamistes tunisiens n'avaient rien vu venir. Bon. Qu'on était vexé d'avoir joué aucun rôle dans l'affaire égyptienne et qu'il ne fallait pas rater le coup suivant pour être dans le sens de l'histoire. On a mis nos chaises longues dans le sens de l'histoire. Bon. Et donc c'est une analyse erronée. C'était évident dès l'origine, je l'avais dit à Lorient le jour,
que jamais la Russie ne laisserait tomber la dernière implantation extérieure avec la base de Tartus, etc. Donc, et puis il y a bien le résultat. C'était bien inspiré. C'est un régime répugnant, tout ce qu'on veut, bien sûr. C'était bien inspiré, mais le résultat, c'est qu'on est totalement hors jeu. Donc vous avez une sorte... Mais je pense que c'est la dernière convulsion de cette idéologie-là, en fait. Je crois que c'est plus possible et qu'en France, comme en Grande-Bretagne, comme aux États-Unis, le grand public ne suit plus, de toute façon, ne soutient plus ça. Donc on aura eu, depuis la chute de l'URSS, enfin, avant la fin de l'URSS, parce que la guerre du Golfe, qu'elle était totalement justifiée, légitime, bien menée, à tout point de vue, c'était avant la fin de l'URSS, donc avec l'accord de Gorbatchev. Après, il y a 25 ans d'intervention variée, donc il faudrait faire un bilan strict. Et je crois que ce chapitre se termine. Vous voyez des choses comme ça, Thierry de Montbrial aussi? La dernière convulsion serait la convulsion syrienne. Alors, je vais... Convulsion dans notre là politique, encore, Syrie, les malheureux, c'est pas fini, sûr, mais bon. Non, bien sûr. Là encore, je vais donner ma petite musique sur le même thème et fondamentalement la même réponse. Mais nous sommes tous les deux considérés généralement comme des réalistes. Bon, réalistes plus sceptiques côté Hubert, plus idéalistes peut-être, ce qui est lié à l'optimisme, peu importe. Nous sommes des réalistes. Bon, être réaliste, c'est d'abord ne pas être hypocrite. Et rien n'est plus détestable que l'hypocrisie. Or, prenez la France. Bon. On parle de Bachar el-Assad, mais enfin, dans les années, ou de Saddam Hussein, moi quand j'ai fait mes débuts en politique étrangère, c'était dans les années 70, donc au centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, nos plus grands amis, c'était Saddam Hussein et Hafez el-Assad. Qui les a installés, ces gens-là? Qui les a soutenus? Qui leur a vendu des armes? Qui a reçu des décorations? Je me souviens d'un personnage que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, dont je ne dirai pas le nom, étant donné ce que je vais dire maintenant, et qui était un des grands collaborateurs de Jacques Chirac, qui me montrait les décorations qu'il avait reçues de Saddam Hussein. Bon, alors, un jour, on met les dictateurs en place, et puis quand ça ne nous convient plus, on les laisse tomber. Et d'ailleurs, les Américains, de ce point de vue-là, sont aussi d'un cynisme absolu. La façon dont ils ont laissé tomber Moubarak a été, comme vous le savez, a été très vivement ressentie par d'autres, et ça leur a donné, d'ailleurs, ça les a incités à être plus prudents, en disant que ça peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver à n'importe qui. D'ailleurs, les Américains ont laissé tomber les Pakistanais du jour au lendemain, après la chute de l'Union soviétique. Et le résultat, c'est que ça a très largement contribué au développement des talibans, etc., etc., etc. Alors, ces dictateurs... Thierry, tu crois qu'ils peuvent laisser tomber l'Arabie un jour ? Ça, il faut le demander enfin, l'Arabie... non. Est-ce qu'ils peuvent laisser tomber les Saouds? Oui. Bien sûr que non, ils ne peuvent pas laisser tomber l'Arabie, mais ils peuvent certainement, en fonction de la conjoncture, laisser tomber n'importe qui. Et dans l'affaire plus récente, pour là aussi aller dans le même sens que ce que vient de dire Hubert, moi j'ai été extrêmement frappé début de 2011, j'avais reçu ce jour-là, j'avais fait un déjeuner-débat avec le patriarche maronite, le nouveau patriarche maronite, nouveau à l'époque, Raï, au Cercle Interallié. Bon, pourquoi le Cercle Interallié, c'est à 2 pas de l'Élysée. Et il sortait de l'Élysée et pour venir à notre déjeuner. Et il a dit, c'était vraiment un petit comité, c'était off the record, bon, et il a dit... il ne faut surtout pas que vous jouiez la carte du renversement d'Assad. Bon, il a dit, sinon c'est un désastre pour les chrétiens d'Orient. Tout le monde s'en foutait à ce moment-là. Il a fallu beaucoup de temps pour qu'on commence à se réveiller sur les chrétiens d'Orient. Il a dit, ne faites surtout pas ça. Bon, et nous les Libanais, nous savons ce qui va se produire. Et je lui ai dit, mais est-ce que vous avez dit ça à Sarkozy? C'était Sarkozy. Bon, est-ce que vous avez dit ça à Sarkozy? Il m'a dit, oui, bien sûr que je lui ai dit. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Et il a dit non, il avait choisi de soutenir
à ça, de soutenir les oppositions. Est-ce qu'il y a eu vraiment une opposition cohérente? Alors on pourrait continuer, on ne va pas le faire parce qu'on n'a pas le temps, mais il y a eu ensuite toute une série d'étapes, et même 2013 peut être interprété de diverses manières, mais on n'a sans doute pas le temps de le faire. Le point important, c'est un mot que nous n'avons pas encore utilisé, qui est le mot hypocrisie. Alors, oui, je voudrais qu'on dise un mot avant de passer le sur micro à la salle. non. Sur les États-Unis, non? Sur les États-Unis. Sur les États-Unis. Sur dans quoi? l'actualité. Vous parliez d'erreurs stratégiques, Hubert Védrine, et de positionnement décalé. Est-ce que l'Europe sait comment s'adresser à Donald Trump? L'Europe, c'est un mot valise, hein. Donc on ne sait pas de qui il s'agit. Mais non, l'élection de Trump avait été considérée comme tellement impensable que c'était impossible. Bon, donc finalement, ça s'était produit. Ça réjouit quelques pays quand même. Les Polonais étaient très contents, les Israéliens étaient contents, il y en a quelques autres qui sont contents. Mais ça a épouvanté l'ensemble du système, disons, occidentalo-global, européano, bien pensant, qui était là, pétrifié par ça. Donc ils ne savent pas comment faire, en fait. C'est-à-dire pour ça que, constatant que personne n'arrivait à avoir une relation, ne serait-ce qu'à peu près normale avec Trump, le président Macron s'est dit, en fait, je suis dans une situation particulière, Trump n'a rien contre la France, il ne veut pas tordre le cou de l'industrie automobile française, c'est vexant d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'elle n'est pas assez bonne pour focaliser la fureur de Trump. Bon. Et donc la France n'étant pas dans la cible, il me semble que le président Macron s'est dit, après tout, jouant la carte de l'amitié, ça ne peut pas nuire, il faut essayer. Bon. Donc lui avait une approche. Alors après, on a dit, mais ça ne sert à rien puisque ça ne l'a pas fait changer d'avis. Mais ce n'était pas absurde de tenter ça. Aujourd'hui, même si Emmanuel Macron continue à maintenir le lien avec Trump, apparemment il l'entretient malgré tout. Chaque fois qu'il intervient sur des sujets de fond, il argumente contre ce que fait Trump. Donc pour le moment, il réussit à faire du en même temps qui fonctionne à peu près. Est-ce que les autres ont une idée pour comment traiter Trump? Personne n'en a en fait. Madame May est dans une sorte de naufrage. Bon, elle a autre chose à faire. Madame Merkel, c'était épouvantable tout de suite. Et je n'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres leaders allemands potentiels, qu'il y ait d'autres idées sur la façon de s'en sortir avec Trump. Donc le seul point sur lequel les Européens, après ces épisodes, pourraient peut-être se retrouver, c'est en revenant à une phrase importante de Madame Merkel d'il y a un an. Madame Merkel qui a toujours été surcotée dans les analyses générales, mais elle a quand même dit une chose très importante quand elle a dit on ne peut plus compter sur eux, donc il faut s'organiser mieux entre nous. Et c'est là aussi les Européens avaient été réellement pas simplement traumatisés par l'élection de Trump, mais indignés et désireux de sortir de cette dépendance quand même qui est effrayante, qui est complètement humiliante pour nous. Regardez la politique de blocus de l'Iran, et tout le monde est pris en otage, tout ça dans l'économie de la risée numérisée. Tout le monde est pris en... Et il ne s'est pas passé grand-chose depuis ce moment-là. Donc si ça va dans le sens de votre question, ce n'est pas tout de suite, et c'est autour de cette idée. On ne peut plus vraiment compter sur eux. Dans l'idéal, il faut rester allié avec les États-Unis, c'est quand même mieux, bon. Mais il faut qu'on construise autre chose. C'est ça qui pourrait se produire. C'est plutôt un souhait qu'une analyse, hein, ça. Thierry de Montbrial, oui. le résultat des mi-termes, donc on peut le résumer une défaite relative en fait de Donald Trump. Est-ce qu'il aura des effets sur nous? D'abord, je crois que beaucoup de gens pensent que Trump a des chances très sérieuses d'être réélu et d'avoir un second mandat. Mais je voudrais un peu, malgré la tentation, mais vu l'heure, dépersonnaliser un peu l'aspect Trump et regarder les États-Unis. Bon. Les États-Unis, on y a fait allusion déjà tout à l'heure, ils ont, dans leur histoire, n'est-ce pas, des cycles où tantôt avec une interprétation étroite, tantôt une interprétation large de l'intérêt national. L'intérêt national, c'est une notion qui existe. L'IFRI a publié un livre là-dessus au début de l'an dernier, avec une collaboration d'ailleurs de Hubert Védrine. Mais ce n'est pas défini, c'est défini de façon élastique. Bon, c'est plus ou moins large. Bon, les États-Unis sont maintenant sur une conception étroite de leurs intérêts, et ça va, je crois, beaucoup plus loin que Trump. C'est-à-dire que ça survivra très vraisemblablement à Trump.
Tout simplement parce que les circonstances de l'après-guerre sont terminées et que l'enjeu maintenant est tout à fait différent. C'est la Chine et tout ce qui tourne autour, y compris ceux qu'on a poussés d'ailleurs vers la Chine, qui ont plutôt renforcé leur camp. Alors, à partir de là, on se trouve en effet, en ce qui concerne l'Europe, dans la problématique, sommes-nous capables d'utiliser, de nous appuyer sur cette circonstance pour faire un peu plus du boulot que nous n'avons pas fait jusqu'ici, et pour nous consolider, augmenter un peu notre cohérence, pour avoir quelque chose qui ressemble davantage à une, disons, sinon politique extérieure et de défense commune, du moins plus cohérente et qui soit plus préoccupée de questions de sécurité, etc. Bon. Alors, sur ce point-là, je crois que, enfin, moi, pour ce qui me concerne, au fil des décennies, je suis devenu de plus en plus gaulliste ou gaullien. Et parce qu'au fond, ce que dit Merkel, qui a rappelé Hubert, c'est ce qu'a dit dans un style plus noble De Gaulle depuis toujours. C'est qu'on ne peut pas s'en remettre pour son destin à un pays extérieur, quel qu'il soit, y compris les États-Unis. Et entièrement d'accord, bien entendu, ce que dit Hubert Védrine, on restait aussi proche, aussi unique possible. Mais enfin, c'est que devient l'Alliance Atlantique elle-même. Nous n'en savons rien. Bon, c'est une alliance qui devient plutôt une organisation, etc., etc. Donc la question, c'est est-ce qu'il va y avoir suffisamment de souffle à l'intérieur de l'Union européenne pour que ces bonnes idées puissent être un peu incarnées. Et là, on n'a pas de chance, effectivement, avec le fait qu'au moment même où Macron arrive avec une certaine autorité, c'est le moment même où Merkel s'effondre en quelque sorte. Oui, je peux dire. Allez-y. Il faut absolument aller dans ce sens, mais c'est très compliqué. Il n'y a pas simplement le désaccord classique entre les différents pays d'Europe qui ont une histoire qui n'est pas toujours la même de leur relation avec les ennemis. Il y a une question avec les peuples d'Europe. Les peuples d'Europe de l'Ouest en particulier, ils ont compris après la guerre, enfin ils ont estimé après la guerre que tout ça c'est terminé. Les politiques de puissance, bon, on était protégés par les États-Unis. La vraie matrice, disons, constitutive du projet européen, c'est quand même le plan Marshall et c'est quand même la protection américaine. On ne le raconte jamais dans la façon dont on raconte la construction européenne, mais c'est évident au début. Donc on en est à plusieurs générations d'Européens qui ont posé le sac à terre. C'est terminé la puissance et tout ça. Donc quand nous, on plaide d'une façon ou d'une autre, nous les Français, il faudrait quand même une sorte d'Europe puissance. Sinon, elle serait impuissante, comme aurait dit la palisse. Donc dépendante de tout le monde, ce qui est un peu l'impression qu'on a aujourd'hui. Quand on dit ça, il y a une réticence gigantesque dans toute l'Europe. Il y a tous les pays qui disent c'est plus possible, la puissance c'est atroce, affreux, ils mélangent tout, la puissance, patrie, nationalisme, guerre mondiale, Auschwitz, tout est mélangé. Bon, les Allemands disent non, pas du tout, les Allemands passent leur vie à freiner quoi que ce soit qui va dans ce sens. Et il y a plein d'autres peuples qui disent mais non, mais c'est terminé ça, c'est pas nous, ils sont toujours dans leur bulle. Donc je pense que le moment est venu où des dirigeants devraient parler au peuple européen, quitte à les mettre en colère, en disant on n'a plus le choix. Si on veut sauver notre société, notre civilisation européenne, une société européenne qui est quand même ce qu'on a inventé de mieux dans l'histoire de l'humanité, il faut maintenant que l'Europe devienne une puissance en vrai. Ce qui ne veut pas dire intégrer tout le monde, ça ne veut pas dire priver les pays de ce qu'ils ont gardé de souveraineté, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire un accord clé sur comment on se comporte avec Trump, avec la Russie, avec la Chine, etc. Donc il n'y a pas simplement à mettre d'accord les dirigeants français, les dirigeants allemands ou je ne sais pas qui. Il y a la question des peuples. Et les peuples seront furieux si on leur parle comme ça, mais parce qu'ils ne veulent pas ça, ils veulent du pouvoir d'achat, etc., etc. C'est ça qui est très compliqué. Mais il faut le faire parce que sinon nous allons assister, la mort dans l'âme, à pas la désintégration de l'Europe. Je ne crois pas à ça parce que personne ne veut se trouver dans la situation pathétique des Anglais. Hein. Mais les gens vont rester dedans, mais pas contents et furieux, et ça va tourner en rond et ça va s'anémier sans se détruire complètement. Et on n'aura pas rempli les conditions nécessaires pour être respecté. Ce qui nous ramène à l'inefficacité de la démocratie libérale.